Hi there! Vous souvenez-vous du film Esther ou L'orpheline pour la version québécoise? Ce thriller américano-canado-germano-français. Oui, ça fait un peu long. Ce film qui traite de l'adoption d'une fille peu ordinaire par un couple endeuillé par la mort d'un de leurs enfants, mort-né. Esther se révèle être une petite fille hors du commun, plus intelligente que ses camarades du même âge, mais aussi bien plus perverse. En effet, elle se venge de façon particulièrement violente d'une camarade moqueuse, manipule ses frères et sœurs et a un comportement plus que dérangeant et déroutant envers ses parents adoptifs. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film, mais en tout cas, c'est un thriller que j'ai regardé de nombreuses fois et que j'apprécie beaucoup. Eh bien, l'affaire que je vais vous présenter présente d'étranges similitudes avec ce film, du moins selon les apprentis détectives d'internet. D'ailleurs, n'hésite pas à ce propos à regarder ma vidéo précédente sur l'affaire qui a inspiré le film Jennifer's Body, Elise Marie Paller. Vas-y, je t'attends. Ceci est faux, je continue. Nous sommes aux Philippines, dans le village de San Isidro, le 10 décembre 2021. Cruz reçoit un message terrifiant. Quelqu'un pillait sa maison alors que ses enfants étaient encore là. Cruz se précipite chez lui, il enfonce presque sa porte. Il appelle ses enfants en s'époumonnant et ce qu'il va découvrir est au-delà de l'inimaginable. Si tu apprécies les histoires atypiques, de crimes, de paranormal, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, à partager, cela ne mange pas de pain et ça m'aide grandement. Nous sommes 25 000 maintenant, donc je tenais à vous remercier et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup de tout cœur, vous êtes incroyables. Je lis également tous les commentaires et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Je suis présente sur TikTok et Instagram, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Et à jeter un coup d'œil également à mon nouveau thriller, L'être cher, que j'espère bientôt sortir en brochet. Mais je te laisse avec le générique. Cotabato, Philippines. Village de San Isidro, dans la municipalité de Mlang. Oui, c'est long. Cruz Maguad est un professeur philippin. Il est marié à Lovla, principale d'une école élémentaire. Ensemble, ils sont parents de 2 enfants. Une jeune fille de 18 ans, Chrysel Gwyn Maguad, qui allait être diplômée en médecine, et un fils de 16 ans, surnommé Boy Boy, Chrisville Louis. Ensemble, ils avaient aussi un 3e enfant, une jeune fille de 17 ans qu'ils avaient adoptée et qui était avec eux depuis juillet 2021. Donc en ce fameux décembre 2021, cette jeune fille, dont l'identité est tenue secrète, était avec la famille depuis environ 6 mois. Cruz était au boulot, comme à son habitude. À 14h, il reçoit un message affreux. Sa maison était mise à sac, alors que ses enfants y étaient toujours. Cruz se précipite chez lui. Il court. Dans l'incapacité de rentrer par la porte principale, il rentre donc par la porte de derrière. En rentrant, il a une vision d'horreur. Une couverture ensanglantée. On avait retourné ses affaires sans dessus-dessous. Il appelle ses enfants, sans succès. Il découvre 2 de ses enfants à terre. Ils semblaient sans vie. Ils ne bougeaient pas. Mais bientôt, un de ses enfants, ou plutôt sa fille, sort de la salle de bain, les cheveux trempés. Il s'agissait de sa fille adoptive. Avec un calme déconcertant, presque froid, elle lui dit « Welcome home, Dad. Bienvenue à la maison, papa. » Chose étrange, parmi toutes les bizarreries, elle n'appelait jamais Cruz papa, ni sa mère adoptive maman d'ailleurs. C'était inhabituel. Mais Cruz ne fait pas vraiment attention à ce détail dans la panique. En effet, les corps sans vie de 2 enfants se trouvaient chez lui. Le suspect principal semble être la fille adoptive. Et la police commence sérieusement à la suspecter. Il prépare donc un interrogatoire, et si elle n'était pas victime, mais plutôt agresseur dans l'histoire. Chrisville Louis et Chrysel Gwyn, les 2 avaient eu des blessures inimaginables
et avait même été défigurée. Alors les photos sont très facilement trouvables sur internet et pour une raison évidente, je ne les montrerai pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas été les chercher, n'étant pas intéressée par un tel massacre. Pour votre santé psychologique, je ne vous conseille pas d'aller voir. Le père avait donc eu le choc du décès de ses enfants, de la découverte de leur corps et de l'état dans lequel il les a trouvés. Imaginez-vous une seule seconde sa souffrance. Les suspects. La police explore d'abord la piste de 3 hommes, 3 cambrioleurs. Cependant, cette piste est peu probable vu l'état dans lequel les corps ont été retrouvés, ce qui s'apparente à de l'acharnement. On rappelle qu'ils ont été défigurés. Donc il semblerait que l'agresseur ou les possibles agresseurs connaissaient les victimes. Hypothèse très éloignée de celle de 3 hommes qui ne connaissaient absolument pas la famille. La seule présente et survivante, la fille adoptive, prétend que les cambrioleurs sont entrés de force. Mais comment a-t-elle survécu ? Elle prétend s'être cachée dans un bureau. Les cambrioleurs se sont alors acharnés sur les 2 enfants de Cruz, armés d'une batte de baseball et d'un marteau. Du moins, ça, c'est la version de la fille adoptive. Mais les enquêteurs sont perplexes. Ils ne croient pas trop à ce qu'elle raconte. Quelque chose ne collait pas. De plus, elle avait envoyé un appel à l'aide sur Facebook. Mais cet envoi coïncidait au moment où Cruz rentrait, ce qui n'était pas très logique en soi. Et puis, entre nous, qui prend une douche alors même que sa famille se fait massacrer ? Ou qu'ils sont déjà morts dans la pièce à côté. Ça n'avait aucun sens. Les corps également. Outre le fait que là où les personnes s'étaient acharnées sur les enfants, quelqu'un avait placé une serviette sur la tête de Chrysler. Pas banal pour un agresseur quand même. Et ce, quelques heures avant que la fille adoptive appelle à l'aide. Alors comment déterminer à quel moment a-t-on placé cette serviette ensanglantée ? Peut-être par rapport à l'imprégnation du sang dans la serviette, le sang qui était imbibé et celui qui restait par terre. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ont déterminé que c'était au moment où la fille adoptive avait appelé à l'aide. Quant aux armes du crime, la batte de baseball et le marteau, eh bien ils appartenaient à la famille. Décidément, les cambrioleurs connaissaient bien la maison, car seule la fille adoptive et les parents savaient où le marteau était caché. Alors vous pourriez me dire, oui, c'est peut-être dans un placard à outils, de manière totalement banale, mais non. Le marteau était caché dans la salle de bain. Tiens, là même où la fille s'était douchée. L'étau se resserre sur la fille adoptive. Un cambrioleur n'aurait pas été spontanément chercher dans la salle de bain un marteau, on est d'accord. La fille adoptive est donc dans le viseur des enquêteurs. Cette fille comparée à Esther, du film Esther. Déjà, première similitude. Les 2 filles, celle de la fiction et celle de notre affaire, ont été adoptées. Le frère et la sœur de Magwad sont aimés, sont assez populaires. Chrysler faisait partie du CFC de la Christ Church et voulait devenir médecin, postait beaucoup de publications sur les réseaux, comme des alertes de chats perdus, et Boy Boy, comme était surnommé le petit frère, faisait même des TikTok avec sa sœur. Donc la ressemblance avec le film s'arrête à peu près là pour l'instant. Mais il reste que l'affaire a été diffusée largement sur les réseaux. Et qui dit TikTok dit détective amateur. Tous les soupçons vont se diriger d'un seul bloc vers la fille adoptive. Pourquoi avait-elle été la seule survivante ? Comment avait-elle pu prendre une douche alors que ses frères et sœurs avaient été massacrés ? Pourquoi avoir enfin appelé son père adoptif papa ? Les interrogations se multipliaient. Mais la police n'avait pas fait fuiter les éléments de l'enquête et par conséquent les affabulateurs allaient bon train. Le grand public voulait savoir pourquoi la fille adoptive, si mystérieuse, n'avait pas déjà été arrêtée. Bien qu'elle soit mineure, son nom et son identité a rapidement fuité sur Internet. Les autorités demandent donc au public de s'arrêter, d'arrêter les théories du complot et les spéculations. Et évidemment, les gens ont donc automatiquement tout stoppé. Ceci est faux. Un ami supplie même sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, d'arrêter de faire des théories du complot, vu que l'enquête était encore en cours. La fille adoptée a même un compte Facebook et poste des choses étranges. Le fameux mème sur les Simpsons, quand j'essaie de réconforter quelqu'un et où le grand-père finalement finit par pleurer avec Homer Simpson, ça pourrait paraître tout simplement une blague de mauvais goût si cela n'avait pas été posté au même moment que la découverte des corps des enfants par Cruz, donc le père. Elle l'a posté en sortant de la salle de bain, donc c'est ultra chelou. Elle ne montre aucune peine lorsqu'elle sort avec des amis. Donc c'est bizarre pour une fille endeuillée. Peut-être que les parents adoptifs ne la connaissaient pas si bien en définitive.
En réalité, la fille avait volé d'importantes sommes d'argent à l'église que la famille fréquentait. Et ils le savaient. Ils ont néanmoins décidé de fermer les yeux et de lui pardonner. L'affaire est toujours en cours, car très récente, et les gens sont sans pitié pour la fille adoptive. Les TikTok se multiplient à ce sujet. Il y a même un thread Reddit qui a été ouvert, consacré entièrement à ce sujet. Et certains considèrent cependant la présomption d'innocence dans les messages. Ils disent que la fille mérite la même justice que tout le monde finalement, et lui refuser cette justice, ça serait la refuser à tout le monde, privilégiant le fait que pour le moment rien ne prouve directement qu'elle est coupable, même si elle se comporte de façon étrange, mais parfois un innocent peut se comporter comme un coupable, et on le sait, il n'y a pas de constante. Ça varie d'un être humain à un autre. Cependant, la vérité allait éclater seulement quelques jours plus tard. 6 jours exactement après la découverte des corps. La fille adoptive va avouer qu'elle était à l'origine de l'horrible agression. Oui, ça a été rapide comme aveu. Tout le monde est évidemment avide de savoir quelle a été sa motivation, son mobile premier. Eh bien, son mobile était la jalousie. Le besoin d'attention de la part de ses parents adoptifs qui ne se concentraient pas totalement H24 sur elle. Logique, ils avaient 2 autres enfants. Des enfants brillants, gentils, appréciés, trop populaires à son goût. Rappelez-vous, la première fois que la fille adoptive appelle ses parents adoptifs papa et maman, coïncide avec la mort de ces derniers, la mort de ses frères et sœurs. Non loin de là, la police découvre aussi les vêtements ensanglantés et les sous-vêtements pleins de sang de la fille adoptive dans un canal. Oui, c'était sûrement pour se débarrasser du sang qu'elle avait donc pris une douche. Le parallèle avec le film Esther est donc simple. La famille fictive et celle de Magwad avaient tous deux adopté une fille dangereuse, désireuse de se rapprocher de ses parents. Enfin, dans le cas d'Esther, ce rapprochement est poussé à l'extrême, surtout avec l'un des 2 parents. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder le film. Et puis dans Esther, il y a un secret supplémentaire concernant son âge, et la fille adoptive de notre histoire, en revanche, avait bien 17 ans. L'affaire semble donc close, sauf pour les parents endeuillés évidemment, dont on ne peut imaginer la peine. Début janvier, la maman poste un hommage pour ses enfants disparus sur son compte Facebook. Elle prie les gens de continuer à prier pour eux, pour que Dieu intervienne pour obtenir paix et justice. Vous vous rendez compte que ces gens généreux qui avaient tendu la main à une jeune fille ont une famille brisée à présent. Emilou Mendoza, donc c'est la gouverneure locale, souligne le fait que ce qui est triste dans cette affaire, c'est le fait que le principal suspect soit une fille adoptive qui a été traitée comme la chair de leur chair. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Quelqu'un d'autre, selon les rumeurs, sera impliqué dans les meurtres. Et ce ne sont pas seulement des rumeurs car la police recherche activement en ce moment un homme de la chorale de l'église que la famille fréquentait et le portable de Chrysel Gouin a été retrouvé dans les mains d'un toxico local. La fille adoptive a-t-elle été aidée par une tierce personne ? Nous l'apprendrons peut-être dans les jours qui suivent. Outre le parallèle plus ou moins poussé avec le film d'Esther, je trouve que cette affaire touche du doigt une problématique assez fondamentale qui est la vérification d'antécédents avant adoption. Je sais, c'est assez choquant comme formulation, mais laissez-moi m'expliquer. Dans notre cas, la fille adoptive volait déjà auparavant de larges sommes à une église, comme on l'a dit auparavant. On ne parle pas là de simples bonbons chapardés. La notion de propriété était donc floue pour cette jeune fille et les vols pouvaient être révélateurs d'un certain malaise plus profond, par exemple son manque d'affection qu'elle voulait peut-être combler par ces vols afin de créer un environnement plus sécurisant de façon pécuniaire. D'ailleurs, on retrouve plus tard aussi le fait qu'elle appelle ses parents adoptifs papa et maman seulement après le décès de ses frères et sœurs. Elle craignait sûrement, vu que le motif de l'agression était la jalousie, elle craignait qu'il prenne sa place. Donc il y a ici une vraie peur de l'abandon. Qui plus est, la jeune fille prend une douche directement après le meurtre, ce qui montre une absence totale d'émotion et d'affect, un détachement total avec leur mort. Ce manque d'empathie qu'elle montre également après leur décès et au travers de publications qu'elle publie sur ses réseaux sociaux divers. Pas d'état d'âme, donc pas d'empathie. Il serait intéressant de savoir l'enfance, tout simplement, de cette jeune fille.
même si évidemment cela ne changerait rien à sa responsabilité. Mais malheureusement, les informations sont manquantes étant donné que c'est une affaire très récente et que peu de choses ont fuité dans les médias. Mais qu'importe, le drame s'est produit et j'envoie tout mon soutien à la famille endeuillée car cela ne doit pas du tout être facile pour eux. Ils ont finalement perdu non pas 2 enfants, ce qui est déjà énorme, mais 3 enfants car ils pensaient avoir adopté quelqu'un de bien. J'espère que cette affaire ne dissuadera pas les gens d'adopter des enfants. Et en attendant, si l'affaire t'a intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir, à liker, cela ne mange pas de pain et ça aide grandement au développement de la chaîne et à l'algorithme, hein, comme je vous ai expliqué. Laisse un commentaire, je lis tous les commentaires. Jette un coup d'œil aussi à mon TikTok, à mon Insta, et récemment, je suis revenue un petit peu sur Twitter. Prends soin de toi et de tes proches, éloigne-toi des relations toxiques, and remember, you rock.